Mais attendez, je ne fais pas de la politique pour qu'on marche sur les pieds. Je ne fais pas de la politique pour cautionner des pratiques qui ne me paraîtraient pas acceptables. Elle avait l'image de la ministre bosseuse et consensuelle, mais depuis la primaire sanglante à l'UMP, Valérie Pécresse s'est jetée dans l'arène, quitte à donner des coups et à en recevoir. Alors quelles leçons en tire-t-elle de cette bagarre et des autres qu'elle a menées en pilotant une des réformes les plus ambitieuses du quinquennat Sarkozy? Et comment se forger une image médiatique au premier plan quand on est une femme et pas forcément du genre à aimer parler de soi? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur Valérie Pécresse qui nous a reçus dans son bureau de chef de file de l'opposition à la région Île-de-France. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. En préparant l'émission, on a vu pas mal d'images qui semblent déjà très anciennes, notamment une que je voulais vous montrer très rapidement. Ce sont les images de votre premier conseil des ministres en 2007. La ministre de l'Enseignement supérieur entre en scène. 2 heures après sa nomination, Valérie Pécresse arrive rue de Grenelle pour la passation de pouvoir. Il lui faut désormais peser chacun de ses mots. Je crois que François Fillon et Nicolas Sarkozy, excusez-moi, je recommence tout. Je crois que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité qu'il n'y ait plus aujourd'hui de ministère délégué parce qu'ils pensent qu'il vaut mieux que chaque ministre ait un périmètre de responsabilité personnelle à part entière. Voilà, donc là vous débarriez votre carrière de ministre, vous êtes resté 5 ans au gouvernement et alors pendant longtemps vous avez eu cette image qu'on voit un petit peu dans cet extrait extrêmement consensuel, apaisé. On a l'impression que vous vouliez vraiment toujours bien faire. Enfin, c'était un peu l'image qu'on avait de vous, vous allez nous dire. Et on a eu envie de la comparer à une image plus récente, des images plus récentes lorsqu'on vous a vu en première ligne lors de la guerre, on va dire, Fillon-Copé, par exemple, lorsque vous exigez que le recomptage des voix se fasse par une instance indépendante. Je vous montre. Si on refuse une instance indépendante, c'est en réalité un aveu. C'est qu'on veut être jugé par une commission à sa botte. S'envoyer comme ça des insultes vraiment d'une violence terrible, je crois que notre parti vraiment va souffrir et nos militants souffrent et moi je ne veux pas que nos militants soient meurtris. Voilà, et c'est vrai qu'en préparant l'émission, on a l'impression que vous avez un peu perdu ce côté très consensuel pour devenir la passionnariat de François Fillon. Alors laquelle de ces 2 images vous ressemble le plus? Et je crois que les deux. D'abord, j'ai jamais été consensuelle. J'ai commencé ma carrière politique sur une réforme de l'université qui a mis beaucoup d'opposants dans la rue. Donc je crois qu'on m'a toujours nommée à ce poste parce que justement on savait que j'étais plutôt une bagarreuse, quelqu'un qui défendait ses convictions. Et je crois que le mot courage est un mot dont on a pu à certains moments, à juste titre, me qualifier parce que ça a été très dur. Toute ma vie politique a été très dure. Alors la question c'est de savoir si ma carapace s'est épaissie. Elle s'est épaissie comme tous les hommes politiques parce que on encaisse des coups, on subit des défaites, des échecs. On apprend beaucoup de ces défaites et de ces échecs. Mais je suis une femme qui écoute. Je n'ai jamais de certitude sur les sujets. Donc c'est pour ça que cette image de consensus, vous l'avez sans doute eue, et cette image de consensus, je l'ai encore aujourd'hui quand je fais de la politique, en tout cas j'essaye de l'obtenir. Et cette image que vous aviez, un peu ce que j'avais évoqué, un peu bonne élève, bosseuse, travailleuse, c'est une image qui vous agace ou vous avez envie d'effacer aujourd'hui ou au contraire vous considérez que ça vous correspond et que c'est une bonne chose? Ça c'est sûr, je ne suis pas dans l'esbrouf, pas dans la gonflette, pas dans la mégalomanie. Ça ne me ressemble pas. Je vais vous dire, c'est très rassurant pour les Français qui votent de temps en temps pour moi, parce que je crois qu'ils savent qu'en fait, moi, je ne crois qu'au travail. Je ne crois qu'à mes responsabilités. Quand on me confie une mission, je la remplis jusqu'au bout. Je suis travailleuse, je suis bosseuse. Voilà, c'est tout, et je ne vais pas m'en excuser. D'accord. Alors, donc on a évoqué rapidement les changements. Vous disiez, ma carapace s'est épaissie forcément en 5 ans, 6 ans même. Alors, il y a un changement moins visible à l'image, mais paraît-il extrêmement important pour vous dans votre parcours. On va y revenir. C'est une rupture, celle avec Jean-François Copé, intervenu l'été dernier, lorsque vous décidez de soutenir François Fillon et non celui dont on vous croyait jusqu'alors la plus proche. Alors, je voudrais vous faire écouter un extrait où vous expliquez votre choix devant les militants, suivi du commentaire d'un journaliste, Bruno Jeudi, qui connaît bien la droite et qui vous connaît bien aussi, je crois. Alors vous allez me dire, c'est un choix difficile. Oui, c'est un choix difficile. Ça l'était particulièrement pour moi,
parce que j'étais une amie de Jean-François Copé et j'étais 5 ans ministre de François Fillon. Donc j'étais vraiment dans une situation qui est peut-être celle de certains militants qui ont de l'affection pour les deux et qui se disent mais comment on va choisir? Alors moi pourquoi j'ai choisi François? J'ai choisi François parce que je me suis dit, voilà, on doit reconquérir en 2014 les mairies, on doit gagner le Sénat en 2014, donc il faut qu'on gagne tout de suite, très vite. Alors qui pour diriger l'UMP dans ce combat? Et moi, après y avoir réfléchi, je me suis dit que la bonne personne, c'était François Fillon. La bonne personne, c'est François Fillon parce qu'il a aujourd'hui une popularité qui est incroyable. Mon choix, il est militant. Mon choix, c'est un choix de conviction, c'est pour qu'on gagne. C'est pas un choix entre un tel et un tel parce que je suis plus copine avec un tel ou avec un tel. C'est un choix militant. Bon, il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Hein. C'est effectivement, elle était amie de Jean-François Copé et même, j'allais dire, très proche de Jean-François Copé. Hein. Il faut d'abord, si on refait un petit peu le parcours de Valérie Pécresse, elle est élue au régional en 2004 sur une liste qu'elle conduit dans les Yvelines, une liste qui est conduite en fait par Jean-François Copé sur l'ensemble de la région. Et à cette époque-là se noue entre eux une vraie complicité, hein, parce que c'est elle qui écrit le programme pour les régionales de Jean-François Copé, et ils ont une habitude pour travailler ensemble. Valérie Pécresse était conseillère de Jacques Chirac de 1998 à 2002 lorsque Jacques Chirac était président de la République. Jean-François Copé, lui, a été ministre à partir de 2002. Donc il y a une vraie proximité, une espèce d'amitié, hein, et puis aussi proximité politique. Donc pourquoi on en arrive à cette situation-là? Parce que c'est vrai que c'est une vraie surprise. Hein. Valérie Pécresse, c'est une rupture ce qu'elle fait au mois de juin, là, enfin juin-juillet. C'est une vraie rupture à la limite un peu affective et un peu politique, un peu les deux. Hein. Et ça crée entre eux une vraie brouille. Jean-François Copé, pendant des semaines, il nous a parlé de la trahison de Valérie Pécresse. Alors ensuite, il y aura la trahison de François Baroin. Hein, parce que elle n'est pas la seule des Elle n'est pas la seule, mais c'est d'abord elle. Et il y a une vraie crispation de Copé sur la personnalité de Valérie Pécresse. Qu'avez-vous pensé, Jean-François Copé, de cette phrase de Valérie Pécresse sur Figaro.fr quand elle dit « Les militants auraient aimé être plus utiles pendant la campagne, ils n'ont pas été suffisamment envoyés sur le terrain pendant la campagne présidentielle. » Sous-entendu, pas suffisamment envoyés sur le terrain par vous, Jean-François Copé. Oui, ça m'a fait beaucoup de peine parce que, en réalité, que Valérie m'attaque matin, midi et soir, c'est son droit, même si, bien sûr, je le regrette beaucoup. Mais je pense qu'on ne peut pas prendre les militants en otage de cela. Ils ont fait une campagne extraordinaire. Et souvent, elle l'a raconté d'ailleurs, Valérie Pécresse, à cette époque-là, qu'au fond, pour elle, elle aussi, elle a à peu près le même âge que lui, elle est ambitieuse et qu'au fond, elle pouvait aussi s'émanciper et avoir sa propre personnalité. Et vous voyez bien qu'avancer derrière le sillage de Jean-François Copé, c'était sans doute pas avoir la place qu'elle visait, à savoir une vraie place de premier plan. Or, François Fillon lui propose d'être la secrétaire générale de l'UMP s'il est élu. Alors, il y a une rupture affective, il y a aussi un peu une rupture politique. Je crois qu'elle le dit d'ailleurs dans l'extrait, c'est assez intéressant. Elle a été 5 ans la ministre de François Fillon. Oui, elle a fait tout le mandat. Et parmi les ministres de François Fillon qui est un personnage un peu solitaire, qui ne donne pas beaucoup de lui, qui est assez secret, un peu introverti, c'est des reproches qui lui sont généralement faits. Il y a une ministre avec qui il a bien travaillé, avec qui s'est toujours bien entendu globalement pendant ces 5 années. Valérie Pécresse en fait partie. Et puis, dernière raison qu'il faut rappeler, c'est que Valérie Pécresse, comme d'autres, comme François Baroin, ils ont pas bien digéré l'affaire des mousquetaires. Vous savez, les mousquetaires, c'était ces jeunes cadras qui se sont réunis un peu autour de Jean-François Copé. Et ils formaient une bande comme ça. Et en gros, on allait faire de la politique autrement. Nous, on s'entend bien. On n'est pas comme nos aînés qui se sont écharpés pendant des années. Et puis cette belle affaire des mousquetaires, elle a volé en éclats lorsque Jean-François Copé a dit « Moi, je me présente comme secrétaire général, vous êtes tous derrière moi » et plusieurs sont restés à quai, dont Valérie Pécresse. Ils se sont sentis instrumentalisés par les ambitions de Jean-François Copé. Tout pour lui, rien pour nous. C'est ça que vous vous êtes dit, tout pour lui et rien pour nous? Non, mon choix pour François Fillon, c'est d'abord un choix politique et vous l'avez très bien montré. La question aujourd'hui qui se pose, c'est comment empêcher François Hollande de garder la présidence de la République pendant 10 ans et d'emmener le pays dans le déclin. Parce que là, on n'est pas... Non, mais attendez, on n'est pas dans la crise, on est dans le déclin.
Après, les questions d'amitié sont des questions importantes aussi. Moi, je crois que Jean-François Copé a eu une singulière conception de l'amitié à certains moments, mais je ne veux pas revenir sur ces questions-là. Donc, je pense que c'est entre lui et moi. Et voilà, il ne faut pas en faire trop étalage. D'accord, mais ce que dit ce journaliste qui vous connaît bien, qui connaît bien la droite, c'est qu'ils vont dire qu'il est à peu près, il est dans le juste ou il est à côté de la plaque? Bon, je crois qu'il ne connaît pas ma relation personnelle avec Jean-François Copé et la façon dont elle a pu être égratignée par un certain nombre de comportements. Mais là encore, ça n'est pas la raison de mon choix. La raison de mon choix, elle n'est pas personnelle, elle est politique. Et c'est une vraie question que chaque électeur de l'UMP doit se poser. Qui, aujourd'hui, est le meilleur candidat pour nous faire gagner en 2017? Cette question, il faudra bien qu'on se la repose un jour. D'accord, donc ça veut dire que les égratignures, c'est une chose, mais que vous seriez été prête à supporter certaines égratignures, à supporter certaines choses, si vous aviez considéré qu'en tant que militante, il fallait les supporter, c'est ça? C'est exactement ça. Mon objectif, c'est vraiment d'essayer de faire gagner mes idées et surtout de faire gagner la France. Il dit quand même quelque chose, il emploie un mot qu'on a beaucoup utilisé et qui est un peu galvaudé, mais qui est quand même important, c'est le mot de rupture. Il dit que ça a été une rupture dans votre parcours parce que jusqu'à présent, je l'ai évoqué, hein, vous aviez réussi à avoir une position quand même assez consensuelle au sein de votre parti, j'entends, voilà, chiracienne, vous avez soutenu Sarkozy, ça s'est toujours bien passé. Là, il dit que c'est une rupture, c'est la première fois que vous faites un vrai choix. Est-ce que c'est important, ce genre de rupture dans une vie politique? Ce qui est important, c'est que je crois que maintenant, je suis vraiment une femme libre. C'était difficile avant. Entre 2005 et 2007, j'étais porte-parole de l'UMP. Quand on est porte-parole de l'UMP, on porte la parole du parti. Donc on ne peut pas... parfois, on pense des choses différentes, on met un peu un mouchoir dessus. On dit jamais le contraire de ce qu'on pense, mais on mezza voce, on fait taire ces dissonances. Après, j'ai été au gouvernement et ensuite... porte-parole du gouvernement. Là encore, quand on est porte-parole d'un gouvernement, on porte la parole. Donc là aussi, mezza voce, un certain nombre de dissensions. Par exemple, j'étais radicalement contre la circulaire Guéant sur l'accueil des étudiants étrangers. Je l'ai écrit à Claude Guéant, je l'ai écrit au président d'université en leur disant que j'allais tout faire pour faire changer cette circulaire. Mais j'allais dire... officiellement, j'étais porte-parole du gouvernement, je défendais l'action de ce gouvernement. Donc j'ai été dans une action politique, je ne le regrette pas, ça fait partie aussi du métier. Mais aujourd'hui, je ne suis plus porte-parole de personne. Voilà. Je ne suis plus porte-parole de personne. Il n'y a pas d'embrigadement de Valérie Pécresse avec un tel ou avec un tel. D'accord, donc cette fonction de porte-parole, on va dire, que vous avez souvent eue, c'est vrai, et même d'ailleurs, on a eu l'impression que vous étiez aussi un petit peu... même la porte-parole de François Fillon, qui s'était très peu exprimé à certains moments, vous n'en voulez plus, c'est fini, ça vous correspond plus. On va dire que je sais faire, mais on va dire aussi que je sais faire autre chose. Et alors, que j'ai autre chose à dire. Alors, bon, vous ne voulez pas revenir sur les détails de votre relation avec Jean-François Copé, on ne va pas y revenir, mais quand même, il évoque les mousquetaires. Vous formiez une espèce de, groupe, une petite bande avec François Baroin, Jean-François Copé, Bruno Le Maire, Christian Jacob, et votre idée, c'est de faire de la politique autrement, si on a bien compris, de ne pas se tirer dans les pattes comme les autres. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la politique autrement, que finalement, c'est quoi la leçon que vous tirez de cette expérience avortée? Vous avez raison, c'est peut-être qu'on ne peut pas faire de la politique autrement. C'est vrai qu'à un moment donné, il y en a un qui veut être chef, et puis il y a tout le monde, c'est moi le chef, et Bruno Le Maire a dit, pas forcément, François Baroin a dit, non, et moi j'ai dit, le meilleur chef, c'est François Fillon. D'accord. Donc, vous voulez dire que c'est systémique, c'est propre à la politique ou c'est une question de personne? C'était pas forcément avec cela qu'on pouvait faire de la politique autrement? C'était peut-être systémique, c'est peut-être qu'il y avait trop de talent dans ce groupe. Ah, c'est ça, trop de talent, d'accord. Bon, alors votre ambition, en fait, dans ce choix, par exemple, elle n'a pas été... C'est de gagner ma liberté. D'accord, voilà. C'était votre liberté. Je ne suis plus embrigadée par un tel, embrigadée par un tel. Moi, voilà, je vous dirai ce que je pense. Quelquefois, ça vous surprendra. Ce ne sera peut-être pas ce que vous attendez, j'allais dire, de l'UMP. Ce sera peut-être autre chose. Mais voilà, ce sera Valérie Pécresse. Sur ces 5 ans, vous avez évoqué, ministre fier d'avoir été ministre de Nicolas Sarkozy. Alors, vous avez une longévité exceptionnelle. Avec Roselyne Bachelot, vous êtes resté 5 ans au gouvernement avec 2 postes, le budget en fin de mandat. Chacune dans son style. Voilà, chacune dans son style. Avant l'enseignement supérieur, vous avez piloté des réformes difficiles, l'autonomie des universités, celle du statut des enseignants
enseignants-chercheurs, avec à la clé souvent des tensions et parfois des universités bloquées, comme par exemple en 2009 à Strasbourg. Voilà, je propose de revoir un extrait d'un reportage télé commenté toujours, c'est la suite du commentaire de Bruno Jeudi. L'inauguration de la plus grande université de France aurait dû être célébrée en grande pompe, mais aujourd'hui l'université de Strasbourg est en grève et près de 2000 étudiants et enseignants sont dans la rue. À l'intérieur, une poignée d'opposants aux réformes va perturber le discours de Valérie Pécresse, faisant référence à Goethe. Si vous ne me respectez pas, respectez au moins Goethe. Dans une conférence de presse, la ministre a écarté toute idée d'un retrait du décret en se voulant rassurante. Et l'essentiel des craintes qui s'expriment vient de la façon dont il va être appliqué concrètement. Parce que vous avez un texte, c'est un peu abstrait. Ça a été un vrai test pour elle, parce qu'en fait, elle conduit une des réformes les plus compliquées que le gouvernement et Nicolas Sarkozy ont menées pendant le quinquennat précédent. Valérie Pécresse, elle est tout de suite soumise à rude épreuve, parce qu'en fait, ça commence pratiquement à l'automne 2007 et ça va durer pratiquement 2 ans. Où au fond, de la gestation de la réforme jusqu'au premier décret d'application, elle doit affronter les étudiants, les profs, les chercheurs. Donc elle est sur 3 fronts. Là, Valérie Pécresse, ça marche pour elle parce qu'elle a un soutien très fort de l'Élysée et de Matignon, des deux à la fois, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et du coup, elle peut mener sa réforme. Par moments, c'est vrai que l'Élysée s'est agacé de certaines de ses positions, de sa gestion des syndicats enseignants et étudiants. Il y a eu des tensions. Tout ça n'a pas été quand même toujours très facile. Elle a toujours eu quand même globalement le soutien de Matignon. Mais elle est plutôt sortie renforcée de cet épisode. Si vous ne me respectez pas, respectez au moins Goethe. Là, on la voit effectivement qui essaye de faire un peu d'humour. C'est apprécié ce genre de choses ou c'est un peu... Qu'est-ce que vous en pensez, cette manière de gérer les choses ? Je sais pas, c'est un peu sa manière à elle. Elle essaie toujours un peu elle a un petit côté maîtresse d'école. Elle essaie un peu des fois de trouver faire un peu de quelques mots d'esprit comme ça pour essayer de calmer les oppositions. Elle a un petit côté comme ça, mère de famille ou maîtresse d'école un peu pet sec, comme ça, de temps en temps, avec parfois l'humour aussi. Bon, c'est sa manière un peu de fonctionner. Je ne sais pas du tout si c'est efficace, parce que là, vu comment les gens étaient remontés, je ne suis pas sûr que ça ait calmé grand-chose. Vous dites, elle a eu le soutien de l'Élysée, le soutien de Matignon. En même temps, on se souvient que la réforme des universités, au départ, il y avait le volet sélection et le volet autonomie. La sélection, quand même, Nicolas Sarkozy a reculé. On a l'impression que finalement, elle a peut-être été plus en pointe que Nicolas Sarkozy, qui par moment a été tenté de reculer. Non, il n'y a pas eu... Ça, c'est un peu l'histoire des réformes de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'en fait, Nicolas Sarkozy, au début, il arrive tambour battant, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis après, il réduit la voilure assez vite. C'est vrai que dans ce dossier, Valérie Pécresse et surtout François Fillon, à mon avis, ils étaient pour aller beaucoup plus loin. Or, si je me souviens bien, dès l'hiver 2007-2008, Nicolas Sarkozy réduit la voilure, sentant que on allait déjà passer cette première phase de la réforme, et puis on y reviendrait éventuellement dans un second mandat qui n'aura jamais lieu. Voilà. Alors sur les images d'abord. Alors le sujet est assez court, mais enfin ça a l'air assez tendu, hein, cette inauguration de cette université de Strasbourg. Qu'est-ce qu'on ressent dans un moment pareil ? Alors il faut comprendre le contexte. C'est un moment absolument crucial. On est en train de réunifier 3 universités de Strasbourg. Donc c'est une université unique qui devient autonome ce jour-là. Et je viens annoncer 300 millions d'euros pour reconstruire tout le campus. Ça n'a pas l'air de leur faire plaisir, les 300 millions. Non, mais c'est pour ça que tout ça a été extrêmement politique. Et moi, ils arrivent à infiltrer la salle. Donc il y avait 1500 manifestants dehors, les CRS, donc ça créait un climat de tension très fort. Et la question, c'était est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? Et moi, j'ai toujours refusé de reculer et d'annuler une venue dans une université. Vous êtes interrogé sur est-ce qu'on va à Strasbourg ou pas, sachant que... Bien sûr, je téléphone à Claude Guéant, je téléphone à François Fillon, je leur dis c'est dangereux, on va avoir des mauvaises images, parce que c'est des mauvaises images. Pour vous, ça, c'est des mauvaises images. Un ministre qui est chahuté, c'est des mauvaises images. Ça montre que la politique du gouvernement est chahutée. On va avoir des images difficiles, mais en même temps, moi, je pense qu'il faut y aller. Parce que, en fait, depuis des années, des dizaines d'années, les ministres ne mettaient pas les pieds dans les universités. Ils n'y mettaient les pieds que quand la période était ultra consensuelle. Mais je me souviens d'ailleurs, le général de Gaulle, arrivant en Normal Sup, se faisant huer par un cordon de jeunes, et
rebroussant chemin. Rebroussant chemin. Alors pas lui, pas par manque de courage, mais parce qu'on n'insulte pas le président de la République. Donc si vous voulez, ça je l'avais chevillé au corps. La République est partout chez elle, elle est partout chez elle. Dans l'université, cette autonomie, cette réunification, cet argent, c'était l'État qui le mettait. Il n'était pas question que la fête soit complète sans que l'État soit présent, sans que la République soit présente. D'accord, donc pour vous, il valait mieux avoir une mauvaise image, enfin, si tant est que ce soit une mauvaise image, après on peut discuter, est-ce que c'est une mauvaise image ou pas, bon, avec le recul. Je pense que l'image du courage et l'image, j'allais dire, d'une République plus forte que les manifestants était une image beaucoup plus importante que le fait de voir une bronca sur un ministre. Et je reste persuadée qu'on a brisé un tabou. On a brisé un tabou dans ce quinquennat qui est un ministre qui a une bronca, c'est pas grave. Parce que toutes les réformes suscitent des broncas, toutes. Celle que j'ai portée, on nous dit qu'elle ne va pas assez loin. Bah, qu'est-ce que ça aurait été si elle avait été plus loin? On a eu 9 mois de mouvement. Ça prouve bien qu'elle était tout sauf light. Et pour vous, le fait justement d'avoir, vous dites, brisé ce tabou, d'y être allé, quitte à avoir effectivement des mauvaises images en disant la République est partout, je suis ministre, j'y vais, pour vous, c'est ça qui a permis peut-être d'aider à faire passer la réforme, enfin d'aider à apaiser les choses, ou au contraire, ça a pu mettre de l'huile sur le feu? Moi, je crois que ça a vraiment permis de garder le lien avec la communauté universitaire. Parce que j'avais des soutiens dans cette salle. Il y avait un certain nombre d'universitaires qui s'étaient mouillés pour la réforme. Ouais, mais les journalistes, 70 heures. Mais cela. Non, mais eux, ils avaient besoin de savoir que j'étais là. Que vous étiez là, d'accord, pour eux. Évidemment, pour eux. Il y a les syndicats étudiants qui nous avaient. D'accord, donc il y avait des enjeux au-delà de l'image du 20h, des enjeux. D'accord. Des enjeux d'alliance. Pour eux, ce qui était très important, c'est de savoir est-ce que cette ministre tiendra? Est-ce que cette ministre, on peut lui faire confiance? Est-ce que si nous la suivons, il y aura un chef devant? Et ça, c'était la question. Et si j'y avais pas été, j'aurais pas été le chef. Donc, j'aurais pas été respectée. Donc, la réforme ne se serait pas faite. Parce que vous savez ce qui se passe dans les réformes. Dites-nous. Tous ceux qui n'en ont jamais fait ne savent pas. Mais il y a la concertation avant, très longue, qui permet de faire évoluer le texte, ce qui n'a pas été très facile. Il a fallu que je convainque Nicolas Sarkozy que le texte pouvait évoluer par rapport à sa campagne. Il y a un moment eu la tentation de revenir sur le programme de sa campagne. Donc, il a fallu que je le convainque, avec un certain nombre d'autres, et Matignon notamment, qu'il fallait faire évoluer le texte en fonction de la concertation. Et puis ensuite, il y a les manifestations. Et puis ensuite, il y a la mise en œuvre. Mais le diable est dans les détails. Ils sont dans la mise en œuvre, le diable. La vraie réforme, c'est dans la mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, l'administration essaye de redétricoter tout ce que vous avez fait voter. Donc vous pouvez en fanfare faire voter une magnifique réforme si derrière, il y a une inertie, une force d'inertie très forte, eh bien la réforme, petit à petit, elle s'effrite. Petit à petit, on revient donc c'est dessus. cette force d'inertie qu'il faut vaincre voilà. Au départ. Et pour la vaincre, il faut un chef. Il faut quelqu'un qui se propulse. Il faut que le ministre soit le chef. Et après, je suis revenue à Strasbourg l'année d'après. D'accord. Dans l'euphorie et la joie de l'inauguration, de la découverte des maquettes du nouveau campus. Et c'est vrai que c'était une très très belle occasion. Alors, juste pour revenir sur deux aspects que vous avez évoqués déjà, et sur la phrase que vous dites, que vous prononcez, hein, si vous ne me respectez pas, respectez au moins Goethe. En même temps, moi je trouve assez amusante cette phrase. Lui dit bon, c'est tout à fait le style de Valérie Pécresse, un peu d'humour, mais en même temps attention, il est un petit peu maîtresse d'école. Vous l'avez improvisée cette phrase ou vous l'aviez préparée avant? Totalement improvisée. Mais d'abord, on n'imaginait pas que les manifestants rentreraient dans la salle. Il faut vous dire que tout le discours, je suis huée, tout le discours, vous le faites avec la peur au ventre que les manifestants ne montent sur la scène. Oui, parce que un peu de chahut, ça passe, mais vous pouvez avoir... Toi, trop n'en faut. Oui, et puis vous pouvez vraiment être ridicule face caméra. Bon. Mais en même temps, je pense que quand on vit ce genre de situation, il faut trouver en soi, j'allais dire, des réflexes de zénitude. Et il faut aussi, à un moment donné, essayer d'apaiser un peu la colère qui monte. Et cette phrase, c'était parce que la bronca devenait trop forte, et donc il fallait la faire refluer. Donc cette phrase, elle l'a fait refluer parce qu'il s'arrête, il m'écoute, ils sont bouche bée 5 minutes, et puis après on reprend, etc. Mais c'est un moment vraiment d'extrême tension. Enfin, je dis, ceux qui ne les ont jamais vécus ne savent pas ce que c'est que d'avoir 1500 manifestants, dont plusieurs centaines infiltrés dans une salle. Alors il a dit maîtresse d'école, mais c'est intéressant aussi parce que je pense que le politique,
doit garder un lien avec la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui aussi à droite... Donc maîtresse d'école, c'est pas si mal finalement, c'est ça? Non, j'aime pas ce mot, mais en même temps, l'idée que je revendique un rapport de confiance avec les syndicats étudiants, je l'ai revendiqué du début jusqu'à la fin, alors que toute la droite classique me disait « oh là là, bon, c'est des gamins, ils sont politisés, de toutes les façons ils sont manipulés par le Parti socialiste, etc. » Et moi, je leur ai répondu « c'est pas vrai ». Parce que les étudiants sont ceux qui ont le plus intérêt à la réforme. On a fait cette réforme avec les étudiants parce que j'ai dit ils ont 18 ans et ils ont le droit qu'on leur parle. Alors, professeur peut-être, pas forcément professeur, mais en tout cas au contact des étudiants et avec une vraie volonté de pédagogie et certainement aucune condescendance. Alors, vous avez eu peur de, entre guillemets, sauter à ce moment-là? Oh bah, de toutes les façons, je savais en prenant ce poste que je risquais de sauter. Vous savez, vous êtes une femme, vous êtes la plus jeune du gouvernement, c'est que vous êtes forcément sur un siège éjectable, vous êtes forcément là où personne ne veut aller, vous êtes forcément sur la réforme la plus difficile. Alors il se trouve en plus que j'avais préparé le programme de Nicolas Sarkozy sur Université Recherche, parce que mon père est universitaire, parce que je suis élue du plateau de Saclay, qui est un très très fantastique projet scientifique, donc je voulais porter cette réforme. Mais si vous voulez, quand François Fillon m'appelle le premier pour me dire est-ce que c'est un poste qui t'intéresserait, il me dit je comprendrais très bien que tu dises non, que ça te fasse peur, etc. Mais on te trouvera à notre ministère. C'est ça la question, est-ce qu'on trouvera autre chose? Oui, on te trouvera un sous-secrétaire d'État beaucoup moins exposé, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, ce ministère était un des plus exposés. Et je le savais en le prenant, c'est-à-dire je savais que je pouvais sauter à chaque minute. Alors sur la réforme, il dit, grosso modo, François Fillon et vous-même, vous avez souvent été plus réformateur, on va dire, que Nicolas Sarkozy, qui avait un peu tendance parfois à vouloir reculer. Est-ce que c'était le cas? Écoutez, moi, je ne dévoilerai pas des secrets d'alcôve. Vous savez, ça dépend des jours et ça dépend des thèmes. Moi, j'ai vu Nicolas Sarkozy aller franchement sur la TVA anti-délocalisation. J'ai vu Nicolas Sarkozy aller franchement sur la réforme du statut des enseignants-chercheurs pour qu'ils soient plus évalués. Donc il y a eu des sujets sur lesquels Nicolas Sarkozy était très en pointe. Et d'ailleurs, même au-delà de ce que les Français pouvaient entendre sans se mettre en colère, on va dire. D'accord. Donc c'est vrai parfois, mais pas tout le temps. Mais parfois, il y a des sujets sur lesquels François Fillon était plus en pointe, parfois des sujets sur lesquels Nicolas Sarkozy était plus en pointe. Mais sur cette question de l'université, ce qui est surtout important, c'est que tous les deux ont tenu. Sinon, ils n'auraient pas pu attendez, s'il y avait eu le moindre signe de faiblesse, c'était fini. En tout cas, ce qui est frappant quand même, c'est qu'en y repensant, on se dit, François Fillon et vous ressemblez en fait. Hein. Vous avez tous les deux commencé comme ministre de l'enseignement supérieur au même âge, vous êtes tous les deux discrets, vous n'aimez pas trop parler de vous vous définissez comme des réformateurs. En fait, vous vous ressemblez beaucoup. Écoutez, il y a des raisons aussi au choix qu'on fait dans la vie. D'accord, donc c'est un choix, vous pensez que c'est bien de travailler avec des gens qui vous ressemblent? Ah non, je ne dis pas ça. Non. Je dis simplement que le choix que j'ai fait de François Fillon pour la présidence de l'UMP vient peut-être aussi du fait que j'apprécie un certain nombre de ses qualités et que je pense que la France en a besoin. Le courage, la sobriété, j'allais dire une certaine obstination, des valeurs. Oui, je pense que François Fillon, le sens de la réforme. Parce que cette question de la réforme est cruciale. Vous savez, il y a deux types d'hommes politiques. Il y a ceux qui ont eu l'expérience du dialogue social avec les syndicats, qui ont eu l'expérience de la rue, qui ont eu l'expérience de la mise en œuvre d'une réforme, et ceux qui ne l'ont pas eu. Je vous assure que ça transforme. Moi, je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même que sur ces images. Ça change quoi? Ça change qu'on n'a plus peur de faire des réformes ou qu'au contraire, on se dit, oulala, on va y aller mollo maintenant parce que c'est pas si facile? Ça veut dire qu'on a envie d'en faire davantage. Parce qu'en fait, il y a une phrase, alors c'est Tony Blair qui l'avait dit le premier, et qui est vraiment juste. Avant la réforme, ça hurle. Pendant la réforme, ça hurle. Et après la réforme, on regrette de ne pas être allé assez loin. D'accord. Parce que pense au fait qu'après, tout le monde vous dira qu'on n'a pas été assez loin. Parce que tout le monde est content. D'accord. Et donc, si vous voulez, ça, c'est ce qu'il faut toujours se répéter pendant qu'on fait la réforme. À la fin, tout le monde sera content. Là, c'est dur, mais tout le monde sera content. Oui. D'accord. C'est pas évident, c'est pas évident. D'ailleurs, c'est pas totalement vrai. Il y a toujours des gens qui regrettent l'ancien temps. Il y a toujours des gens qui regrettent l'ancien temps. Et donc, vous direz que vous ressemblez à François Fillon ou pas au finish? Oui.
Non, je crois qu'on n'a pas du tout les mêmes parcours. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence? Parce qu'on a l'impression que vous êtes parfois un peu plus inquiète que lui. Par exemple, pendant la campagne des primaires face à Jean-François Copé, voilà, il paraît que plusieurs fois vous êtes inquiété, que la campagne n'était peut-être pas assez présent, etc. Est-ce que par moments vous êtes plus inquiète que lui? Écoutez, moi je ne me compare pas, je me compare à personne. D'une manière générale, vous l'avez dit, moi je crois que vous l'avez compris, je suis plutôt une perfectionniste. Donc j'essaye de mettre toute mon énergie dans les batailles que je mène. Donc vous disiez ça ou pas? Vous lui disiez alors il faut aller un peu plus sur le terrain, il faut, je sais pas, il faut dire telle et telle chose ou... Écoutez, moi je ne révèle jamais mes entretiens avec les hommes politiques. D'accord, ok. Non, là, c'est désolé. Non, mais je crois que de toutes les façons, toutes les batailles, il faut les mener à fond. D'accord. Et il l'a mené à fond celle-là ou pas? Oui, il l'a mené à fond, mais il a eu malheureusement, vous le savez, des soucis de santé qui ont été une vraie malchance pour nous. Alors, dans cette primaire, il faut rappeler que, voilà, si vous avez pu justement conclure qu'il fallait la mener vraiment à fond, c'est que vous aviez déjà eu auparavant l'expérience d'une primaire à l'UMP. C'était même la première primaire organisée par l'UMP. Elle vous opposait à Roger Carucci pour conduire la liste UMP aux élections régionales en Ile-de-France en 2010. À l'époque déjà, la primaire avait été violente, comme le prouvent ces images qu'on va voir du seul débat organisé entre vous et Roger Carucci, un débat où vous aviez été hué par les partisans de votre adversaire. Je vous propose de revoir quelques images commentées par le psychanalyste et philosophe Jean-Pierre Winter. Alors, dans cette campagne, bien sûr, je vais apporter la fougue et l'énergie de la jeunesse. Mais dans cette campagne, j'apporterai aussi l'expérience politique de ces 10 années, au local et au national. Vous m'avez vu une dernière fois, vous m'avez vu... C'est assez indéfinissable ce qu'elle donne à lire sur son visage, mais au moins on sait que ce qu'elle dit n'est pas exactement ce qu'elle ressent. Par exemple là, c'est vrai qu'on voit un moment, d'ailleurs quand Roger Carucci parle, elle est là dans le fauteuil, elle fait une tête, enfin on se demande un peu... Oui, même l'attitude corporelle, elle est effondrée, alors que c'est plutôt quelqu'un qui a de la tenue, comme on dit. Au finish, je dirais, ce que j'en retiens en tout cas, c'est que quand elle parle, elle n'est pas là où elle dit. Ah oui, même quand elle a l'air d'être assez bonne comédienne, enfin, parce qu'on se doute c'est dur pour oui, elle. Mais comme un comédien, justement, comme un bon comédien, en l'occurrence comédienne. Ceci dit, c'est le cas de beaucoup de politiques, mais en général, ils essayent de le dissimuler, alors que j'ai l'impression, dans ce qu'on peut voir à différentes occasions, et dans cette occasion-là, qu'au contraire, elle en joue. Que c'est presque une arme, que c'est une façon de dire les choses en les dissimulant et en les montrant. Alors, il y a par moments où c'est beaucoup plus mystérieux, effectivement, notamment ses sourires. On a remarqué qu'elle souriait énormément. Et par exemple, au soir des résultats de la primaire UMP, là, cette fois entre Jean-François Copé et François Fillon, elle apparaît aux côtés de François Fillon avec un drôle de sourire. Je vous montre. Nous avons remonté tous les résultats de toutes les fédérations de France métropolitaine, des départements d'outre-mer et des Français de l'étranger. Ces résultats me donnent une courte victoire de 220. En tout cas, je veux vous le dire, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien parce que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la capacité de la droite et du centre à incarner le redressement de notre pays. On voit bien que ce sourire n'est pas celui de quelqu'un qui serait heureuse d'un résultat obtenu. D'ailleurs, quand on entend en écho ce que Fillon dit juste à côté, il n'y a pas vraiment de raison de se réjouir, puisque s'il est amené à dire qu'il ne lâchera rien,
Oui, c'est pas gagné d'avance, comme l'histoire l'a montré. Voilà, c'est qu'il y a anguille sous roche. D'ailleurs, la question qu'on se pose quand on regarde ça, c'est à qui s'adresse ce sourire? Parce qu'elle ne regarde jamais Fillon, elle ne regarde pas non plus la caméra directement, et on se dit, mais à qui est destiné ce qu'on pourrait appeler, en équivalence à la langue de bois, un sourire de bois? Vous disiez qu'elle trahissait souvent pas mal de choses et que c'était, on ne sait pas si elle le trahit ou si elle veut le montrer. C'est assez rare pour un politique. Il y a un moment sur un rapport avec un journaliste qui est assez amusant, je suis très furtif. C'est toujours au moment de la réforme des universités. Elle est toujours face à des manifestations. Il y a un reportage de TF1 qui la suit dans son ministère. Ce soir, les étudiants restent très mobilisés. La nuit dernière, la police a évacué 2 universités. Qu'est-ce qui prend la décision? C'est la ministre. La ministre, donc, qui veut assumer pleinement ses fonctions. Quand elle dit c'est la ministre, elle a une petite mimique. De satisfaction. C'est de satisfaction? Oui, moi, enfin, je le ressens comme ça, entre la satisfaction et la fierté, quoi. Il y a quelque chose justement de l'exercice du pouvoir. Les hommes vont chercher à totalement dissimuler la jouissance que c'est d'avoir le pouvoir. Là où une femme en témoignera, soit en essayant d'y mettre un peu de dérision, soit au contraire, comme dans le reportage qu'on vient de voir, en y ajoutant une petite note subtile de satisfaction qui dit la vérité, d'une certaine manière, sur l'enjeu. Alors d'abord, c'est vrai que vous êtes très discrète, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais souvent votre visage, on l'a vu, dit énormément de choses. Alors est-ce que vous vous en rendez compte? C'est maîtrisé, c'est voulu, ou est-ce que ça vous échappe complètement? Sur la première séquence, j'étais totalement effondrée. Oui. Mais le sujet, c'est que le sourire, pour une femme, c'est une protection. En réalité, c'est une barrière de protection. Et pour moi, c'est une barrière de protection. Alors, il faut peut-être que je m'en libère. Et il faudrait peut-être que je travaille là-dessus à m'en libérer. C'est une barrière de protection. C'est une barrière de protection contre la fatigue, c'est une barrière de protection contre les agressions, c'est une barrière de protection contre les questions pièges, parce que là c'était en fait une question piège, c'était qui ordonne les évacuations de fac. D'accord, dans le reportage, d'accord. Une question très rude. Oui, est-ce que c'est vous qui décidez? Est-ce que c'est vous ou qui décide des évacuations de fac? Donc qui décide d'une décision très dure? Donc voilà, donc le sourire en réalité, pour moi, est une protection. C'est une protection réflexe. Et réflexe dans un moment très, très complexe sur François Fillon et Jean-François Copé, François Fillon qui a gagné aux voix, alors que Jean-François Copé a annoncé sa victoire juste avant. Donc c'est en réalité vraiment un réflexe de protection et de politesse. Je pense qu'effectivement, on ne passe jamais rien aux femmes. Jamais rien aux femmes. L'apparence des femmes est disséquée, décortiquée. Vous avez le cheveu un poil trop long. D'ailleurs, en regardant ces images, je me disais... c'est vous, à nous, on n'a rien dit. Hein. Non, mais pendant les mouvements étudiants, je n'avais plus le temps de me faire couper les cheveux. J'avais les cheveux qui descendaient dans la nuque. Non, mais on ne passe rien aux femmes. Cette dictature de l'apparence est insupportable. Jamais vous n'iriez disséquer le sourire d'un homme. Nous jamais. Nous aussi. Non, nous jamais vous n'iriez poser aux hommes les mêmes questions qu'aux femmes. Mais bon, si c'est un vous collectif, les journalistes peut-être, si c'est nous, je vous assure. Les journalistes, d'une manière générale, ils le font très très peu. Et c'est vrai aussi que les visages des hommes sont beaucoup moins expressifs, qu'ils ne se donnent pas vraiment le mal de sourire. Alors justement, c'est intéressant dans ce qu'il dit, parce qu'il dit, il y a quelque chose, donc vous dites, hein, mon sourire, c'est effectivement une barrière, et vous dites quand même aussi, parce que peut-être en tant que femme, c'est la première arme des femmes, là, la première barrière. Ce que vous montrez quand même de ma vie politique, c'est quand même tous les épisodes les plus violents. Je ne suis pas sûre que vous êtes en train de donner envie à d'autres femmes de faire de la politique, parce que si vous leur montrez les guerres intestines dans les partis, si vous leur montrez la difficulté pour prendre sa liberté et devenir candidate dans une élection, quand on n'est pas la candidate de l'appareil et que le candidat de l'appareil peut faire venir des quarts de militants vous huer, etc. Enfin, je pense que vous montrez une image de la politique qui montre à la fois combien c'est dur et en même temps à quel point être une femme, c'est difficile en politique, quoi, finalement. Ah ouais, vous pensez que c'est ça? Ouais, regardez, c'est des moments qui vous n'êtes plus la même, ça vous a appris, donc c'est des moments par lesquels il faut passer peut-être aussi. Ça m'a construite, oui. Le sujet, c'est que ça m'a construite et en même temps, je voudrais garder quand même une certaine forme de douceur et d'idéalisme, parce que sinon, si on n'est que des robots, si on n'est que poussé par,
je veux dire, de l'ambition, c'est difficile. C'est peut-être aussi ça que trahit mon visage, c'est la volonté de pas être toujours un masque. Ah oui, donc vous voyez, comme quoi c'est intéressant, il y a plein de choses là-dedans. Vous dites que vous n'iriez pas montrer ça à un homme, machin, en même temps ça dit plein de choses, c'est intéressant de vous entendre en parler. Ça dit que c'est plus dur pour une femme. Parce que on vous regarde, parce que si j'avais eu l'air triste, on aurait dit, ouh là là, elle est très fatiguée, elle est très fatiguée. Elle le vit très mal. Elle le vit très très mal. Oh là là, elle est très affaiblie. Elle est très affaiblie. Donc non, elle n'est pas très affaiblie. Donc voilà. Elle sourit. Donc elle sourit. Et alors, il a dit quelque chose justement sur les rapports au pouvoir entre les hommes et les femmes. Il dit effectivement que les hommes veulent cacher, souvent masquer la satisfaction qu'ils ont à avoir du pouvoir, là où une femme laissera transparaître un peu de satisfaction, un peu de dérision. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé? Est-ce que ça vous paraît juste, cette réflexion? Mais vous savez, on a tellement à s'excuser du fait qu'on est là, en permanence, on est jugé, en permanence, on nous sous-estime. Ah non, encore aujourd'hui? En permanence. Je vais arrêter, mais sur le florilège des propos machistes qu'on a en permanence, c'est vraiment très difficile. Et c'est parce que c'est un procès en incompétence qu'on nous fait. Alors, qui peut s'appuyer sur des précédents, hein, je veux dire, toutes les femmes qui ont fait de la politique n'ont pas forcément réussi, toutes n'ont pas forcément joué collectif, toutes n'ont pas forcément joué le jeu des partis aussi, n'ont pas fait le même parcours qu'un homme. Oui, en gravissant les échelons, certains ont voulu les contourner, jouer plus une image personnelle, les médias contre l'appareil. Et ça, les hommes ne le pardonnent pas. Parce que vous imaginez bien que, là aussi, pourquoi est-ce qu'on me respecte aujourd'hui, je pense, j'espère, en politique, c'est parce que j'ai gravi tout ça. C'est parce qu'ils ont vu ces images, les hommes politiques. Voilà, donc vous voyez, donc elles sont bien ces images finalement. Bah, disons qu'elles elles sont positives, elles ont calmé. Voilà. J'ai pas échappé, j'allais dire, à toutes les épreuves initiatiques d'un parcours d'homme politique. Donc vous ne le vivez plus? Ah bah si, parce qu'à chaque étape d'un parcours, il y a le procès en incompétence revient. À chaque étape du parcours, il revient. D'accord. Et vous savez que mon prochain combat, c'est la présidence de la région Île-de-France. Oui, donc vous repartez en 2015. Oui, mais c'est un combat qui est important pour moi, parce que je voudrais montrer comment on peut gérer cette région autrement et la faire fonctionner autrement. Et alors votre arme, ce sera quoi? Parce que vous dites qu'il faudra peut-être moins sourire, parce que... Non, mais mon arme... Vous avez réfléchi comme ça à comment, à quelle image, à quelle... Moi, je vais vous dire, mon arme, ma protection, c'est le travail. C'est le travail, c'est l'énergie, c'est aussi, j'allais dire, la qualité des relations humaines que j'ai su tisser avec toute une série de personnes tout au long de ce travail politique, dans la France entière, des personnes qui ont confiance en moi, qui me soutiendront, qui m'aideront, qui me donneront des idées. Et c'est ça. En fait, la politique, on ne peut pas la faire en solitaire. On doit la faire forcément en créant un réseau de confiance, de soutien, d'amitié qui passe au départ évidemment par les militants, les électeurs. Sur les amitiés, vous disiez que l'amitié, ça ne marchait pas toujours en politique au début de l'entretien. Vous disiez que ce n'était pas forcément une valeur... Non, l'amitié c'est réciproque. Voilà, c'est ce que je disais. Enfin, en tout cas, pour moi, l'amitié, ça doit être réciproque. D'accord. Sinon, ça ne s'appelle pas de l'amitié. On a l'impression que vous êtes dans une stratégie plus d'ancrage local que d'autres, effectivement, comme on pense à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est plus dans une stratégie peut-être plus personnelle, avec une communication plus personnelle. Vous pensez qu'il y a un peu comme ça deux stratégies qui se distinguent, qui s'opposent? Je ne cherche à être personne d'autre que moi-même. D'accord. C'est vrai que je suis pas, c'est pas mon genre de me projeter en haut de l'Himalaya et de me dire comment est-ce que j'arrive en haut de l'Himalaya. L'Himalaya, c'est le président de la République? Oui, c'est sans doute ça. Il doit y avoir un certain nombre de mes petits camarades qui, depuis qu'ils sont tout petits, rêvent d'être président de la République. Moi, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je suis à un endroit et je me dis, est-ce qu'on a besoin de moi quelque part? Est-ce que je me sens l'envie et le désir? Est-ce que j'ai la capacité d'aller ailleurs? Vous voyez, je me pose quand même la question. Alors c'est très féminin, hein, ça. Les femmes, pas toutes, puisqu'il y a d'autres femmes. On pense à Nathalie Kosciusko-Morizet. On a l'impression. Donc c'est pas que toutes les femmes. La jeune génération est parfois un peu différente, mais c'est assez féminin quand même, parce que moi, vous voyez, là, en ce moment, je suis en train d'aller chercher des femmes pour aller au municipal. Et la première chose qu'elle me demande, c'est est-ce que j'en serais capable? Alors qu'un homme ne se posera jamais la question de savoir s'il en est capable. La seule question qui se posera, c'est de savoir s'il en a envie. Donc vous voyez, les femmes sont un tout petit peu... Moi, j'ai les deux. J'ai à la fois mon envie personnelle, mais j'ai aussi ma capacité à faire et à être utile. Merci beaucoup Valérie Pécresse. On va vous laisser retourner au travail. Merci. Merci beaucoup.
fini. Même plus sourire. Voilà. Ah non, mais ça a intrigué ce sourire. C'est plein de gens m'en ont parlé. Alors peut-être parce que vous êtes une femme, même au café du matin. Ah mais pourquoi il souriait? Alors je me suis dit quand même, il faut lui poser la question. Et je souriais en fait à des journalistes. C'est vrai, je souriais pas à la caméra, je souriais à des journalistes. Et je souriais parce que c'était une protection. C'est ce que vous avez dit. Comme avec Carucci. C'est le même genre de sourire d'ailleurs en réalité. Ouais. Mais les hommes font moins de mimiques, ils ont des visages plus figés.